Merci à vous, merci de cette invitation. Merci à Florence Richter de m'avoir contactée de façon enthousiaste pour me proposer de venir. Et donc c'est Florence qui m'a demandé de parler plutôt donc de ce livre Penser contre son camp, sous-titré Itinéraire politique d'une intellectuelle de gauche, que j'ai publié il y a tout juste un an chez Gallimard. Je vais préciser dans quelle collection. C'est dans une collection qui s'intitule la collection Témoins, qui est une des collections qui avait été fondée par Pierre Nora, qui est décédé lui-même il y a un peu moins d'un an. Et je le précise parce que ça n'est pas une collection de sciences sociales proprement dite, collection dans laquelle j'ai, notamment la Bibliothèque des sciences humaines, dans laquelle j'ai publié déjà plusieurs ouvrages de sociologie, de recherche sociologique, dont La religion n'existe pas et dont différents livres, Le paradigme de l'art contemporain, L'élite artiste, De la visibilité, qui vient de paraître, je le signale, en poche, en folio, donc voilà. Mais cette collection Témoins est une collection, comme son nom l'indique, qui est plutôt autobiographique. Et c'était pour moi important de marquer que ce livre-là, donc Penser contre son camp, n'est pas un livre de recherche, ça n'est pas un livre de sociologie, c'est un témoignage sur un itinéraire politique. Donc pour moi, et j'y reviendrai, c'est fondamental de faire la distinction entre des catégories de production qui peuvent provenir de la même personne, moi-même en l'occurrence, mais qui n'ont pas le même statut selon qu'elles sont d'ordre académique, disons, donc de production de connaissances, ou selon qu'elles sont de l'ordre plutôt de l'engagement citoyen. C'est le cas de Penser contre son camp, c'est le cas de l'autre livre que vous avez évoqué, Le wokisme serait-il un totalitarisme, que j'ai publié en 2023. C'est le cas également de mon premier livre dans ce domaine-là, dans le domaine de l'engagement, qui date de 2021, qui s'intitulait Ce que le militantisme fait à la recherche. C'était un petit tract chez Gallimard. J'ai aussi publié un recueil d'articles intitulé Oser l'universalisme contre le communautarisme. C'était au bord de l'eau également en 2021. Et j'ai aussi publié en 2023 un dialogue avec Jean Bobéro intitulé Les déchirements de la laïcité, où je défends une certaine conception de la laïcité qui n'est pas du tout celle de Bobéro. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que Penser contre son camp s'inscrit dans une série d'ouvrages, disons, engagés, qu'il ne faut pas confondre avec ma production scientifique, entre guillemets, académique en tout cas. Et je vais y revenir à propos de la question de la neutralité qui pour moi est fondamentale, puisque la grande différence entre un ouvrage de recherche et un ouvrage engagé, c'est que l'ouvrage de recherche se doit de respecter la neutralité axiologique, comme disait Max Weber, ce qui n'est pas le cas par définition d'un travail engagé. Alors, Penser contre son camp, c'est un exercice qui m'a beaucoup amusée parce que j'ai décidé donc c'est vraiment une autobiographie politique, j'ai décidé de travailler à partir d'un corpus, comme le ferait un sociologue, hein, d'un corpus quasiment sociologique, mais constitué de l'ensemble des tribunes que j'ai publiées dans la presse depuis la fin des années 90, donc ça fait déjà un certain temps, que j'ai retrouvées, donc que j'ai reprises, que j'ai classées, à la fois par ordre thématique et par ordre chronologique. Et ce double classement thématique et chronologique m'a permis de dégager plusieurs chapitres autour desquels est organisé le livre, et chacun des chapitres présentant une thématique par ordre chronologique de l'arrivée dans mes prises de position. Ce qui m'a permis du même coup d'avoir une sorte de réflexion, de réflexivité sur mon travail de producteur d'opinion politique, si on peut dire. Bon. Et donc, ça donne 8 chapitres, je vais vous les citer. Le premier, c'est sur l'art contemporain et les dispositifs pervers. Le deuxième, sur la neutralité et la distinction des arènes. Le troisième, sur le Pax et le mariage homosexuel. Le quatrième, sur le féminisme et l'universalisme. Le cinquième, sur l'islamisme et la laïcité. Le sixième, sur la censure et la civilisation.
le 7e sur le wokisme et les idéologies identitaires, et le 8e sur les retournements de la gauche. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes dans un lieu dédié aux politiques culturelles, je vais me concentrer sur les 3 chapitres qui ont trait avec des questions liées à l'art, à la culture. Ce sera donc l'art contemporain, la question de la censure et la question du wokisme. Bon, je vais brièvement vous raconter ce qu'il y a dans ces 3 chapitres et ensuite, bien sûr, on pourra échanger. Hein, je serai ravie d'avoir vos questions, vos objections, etc. Peut-être que je ne parle pas assez fort pour le... Je peux parler un peu un tout petit peu plus fort, d'accord. Comme j'ai un micro d'enregistrement, j'ai le sentiment d'avoir un micro d'amplification, mais ce n'est pas le cas, d'accord. Alors, donc, premier chapitre sur l'art contemporain et les dispositifs pervers. Vous savez probablement que j'ai beaucoup travaillé sur les rejets de l'art contemporain à partir des années... Enfin, déjà en 1985, lorsque j'ai fait ma première enquête d'art contemporain sur l'emballage du Pont-Neuf par Christo, où j'ai rencontré pour la première fois la problématique des rejets de l'art contemporain. J'en ai fait une longue enquête dans les années 90, dont j'ai tiré un livre intitulé « Le triple jeu de l'art contemporain » en 98, ainsi qu'un recueil d'articles intitulé « L'art contemporain exposé au rejet » la même année. Et puis j'y reviendrai 15 ans plus tard avec un autre livre intitulé « Le paradigme de l'art contemporain », sous-titré « Structure d'une révolution artistique », que j'ai publié chez Gallimard et qui a été récemment réédité en folio. Et donc c'est sur la base de ce matériel accumulé que j'ai voulu aborder la question de l'art contemporain du point de vue de l'intervention citoyenne politique dans l'espace public, mais de façon très paradoxale, puisque tout mon travail sur l'art contemporain a été adossé à l'idée de ne surtout pas faire ce que je voyais se faire autour de moi dans ce domaine, à savoir des prises de position, des prises d'opinion pour ou contre l'art contemporain. Vous savez que dans les années 90, en France, il y a eu une véritable guerre culturelle, hein, des pro et anti-art contemporain. Mon travail est arrivé dans ce contexte-là, non par hasard, parce que, évidemment, le travail du sociologue se nourrit des débats de société, mais tout mon problème, en fait, était de produire une analyse de ces débats sans pour autant entrer dans les débats et donc sans donner une position personnelle par rapport à ça. Et ça a été mon grand problème, c'est que les gens ne comprenaient pas ma position de neutralité sociologique et essayaient absolument de rabattre ce que je disais, soit sur un éloge de l'art contemporain, et donc une critique de ses détracteurs, soit au contraire sur une critique des zélateurs de l'art contemporain. C'était extrêmement difficile. D'ailleurs, ça donnait lieu à une extrême agressivité. Je pense que j'ai été beaucoup plus attaquée pour ma volonté de défendre une position de neutralité que je ne l'aurais été si j'avais défendu une position pour ou contre l'art contemporain. C'était tout à fait frappant. L'analyse des controverses est devenue un élément fondamental de la sociologie, en tout cas en France, contemporaine, notamment depuis les travaux d'une part de Luc Boltanski et Laurent Thévenot et d'autre part de Bruno Latour. J'ai eu la chance, là je fais une petite parenthèse épistémologique, hein. J'ai eu la chance, donc j'étais dans le laboratoire de Luc Boltanski et j'ai eu la chance aussi d'assister pendant plusieurs années au séminaire de Bruno Latour. Et donc j'ai été, disons, aux premières loges d'un mouvement dans les années 90 de sortie hors du paradigme bourdieusien vers ce qu'on appelle la sociologie pragmatique, dont un des principaux matériaux, c'est l'analyse des controverses, justement. Donc mon travail sur l'art contemporain se situait vraiment dans cette question de, on prend une controverse, un débat de société, et bien évidemment, on n'entre pas dans le débat, mais on essaye de comprendre les sous-bassements, et notamment les sous-bassements axiologiques, c'est-à-dire les valeurs qui sous-tendent ces controverses. Et ça n'est pas pour rien que tout mon travail actuel sur les valeurs est né de ce travail sur les controverses. Et donc, c'est ce que j'appelle une posture analytico-descriptive, hein. On est à l'opposé d'une sociologie engagée qui défendrait par exemple les avant-gardes. Or, ça a été un de mes premiers obstacles politiques, c'est que
une partie du milieu dans lequel je vis et dans lequel nous vivons tous, qui est un milieu culturel plutôt à gauche, considérait qu'un sociologue qui travaille sur ces sujets se doit de défendre une conception progressiste, avant-gardiste de la culture, et donc se doit de se faire le défenseur, le turiféraire d'un art engagé, disons. Bon. Et du même coup, le fait de ne pas entrer dans cette position normative m'a valu des incompréhensions massives, surtout de la part de ceux qui défendent l'avant-garde artistique, et notamment d'une partie de mes collègues sociologues. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans un livre qui est à mon avis le plus mauvais livre de Bourdieu, qui est celui qu'il a publié avec Hans Hacke. J'ai déjà oublié son titre. Bon, enfin, c'est un petit livre qui date de 1996, je crois, et qui est en gros un dialogue pour défendre l'avant-garde artistique, en gros. Bon, et qui, pour moi, est vraiment le contraire de ce que doit être la sociologie. Mais pour une grande partie de mes collègues sociologues, c'était ça, faire de la sociologie de l'art. Et donc, première grande incompréhension, premier grand malentendu et première grande occasion de devenir une cible d'une certaine gauche, cette volonté de ne pas entrer dans les débats et surtout de ne pas se faire le porte-parole de l'avant-garde artistique, parce qu'encore une fois, je pense que ce n'est pas le rôle de la sociologie. C'est donc, ça a été ce qu'on a appelé une guerre culturelle, et ce qui a encore envenimé la situation, c'est la conclusion de mon livre de 1998, Le triple jeu de l'art contemporain, où je mettais en évidence ce que j'ai nommé le paradoxe permissif, c'est-à-dire le rôle problématique des institutions culturelles dans la situation de l'art contemporain. Alors je m'explique, dans le triple jeu, pourquoi je parle de triple jeu? Parce que d'un côté, il y a les propositions artistiques qui repose, comme je l'ai montré dans ce livre et ensuite dans le paradigme, sur une transgression systématique des frontières, notamment des frontières de l'art telles que le sens commun les admet, et aussi de frontières juridiques, de frontières morales, de frontières esthétiques, etc. Deuxièmement, il y a, donc c'est les transgressions. Deuxièmement, il y a les réactions du public qui sont, dans un premier temps, essentiellement des réactions négatives de rejet au nom du maintien de ces frontières. Et dans un troisième temps, il y a les intégrations, c'est-à-dire le rôle des intermédiaires de l'art, les critiques d'art, les conservateurs de musées, les commissaires d'expos, les galeristes, etc., qui élargissent les frontières de l'art pour pouvoir y intégrer ces œuvres transgressives. Et c'est ce que j'ai appelé le jeu de la main chaude entre ces trois moments qui forment ce fameux triple jeu et qui montre qu'on ne peut absolument pas comprendre ce qui se passe dans le monde de l'art, et notamment dans le monde de l'art contemporain, sans prendre en compte cette dimension fondamentale qui est le rôle des intermédiaires. On ne peut pas se contenter ni d'analyser les œuvres, ni même d'analyser les réactions des publics. Il faut absolument prendre en compte ce maillon essentiel qui est le travail des intermédiaires. Et c'est ce travail donc des intermédiaires qui produit ce que j'ai appelé le paradoxe permissif, c'est-à-dire que lorsque des institutions artistiques, au lieu de défendre, disons, les frontières établies de l'art, accompagnent leurs transgressions et même les encouragent. Par exemple, je donne toujours cet exemple classique, mais bon, il y a eu un centre d'art en Suisse il y a une trentaine d'années qui a invité un artiste, jeune artiste contemporain, qui avait proposé en guise d'exposition de casser toutes les cloisons intérieures du centre d'art et de le vider. Bon. Grand problème, est-ce que le directeur de ce centre d'art accepte la proposition, auquel cas ça va impliquer des travaux de remise en état très élevés et probablement une grande désaffection du public, ou bien est-ce qu'il les refuse et là il va être accusé de ne pas accompagner l'art contemporain. La plupart des institutions sont plutôt dans une logique d'accompagnement et même d'encouragement, le problème étant que dès lors qu'elles font cela, elles produisent cet élargissement des frontières de l'art qui va obliger les artistes qui veulent rester dans le monde de l'art contemporain à être encore plus transgressifs, puisqu'il faut aller toujours plus loin, puisque les frontières sont toujours plus larges. Bon. Et du même coup, ça produit une sorte de
d'impératifs de transgression dans lequel les artistes sont piégés eux-mêmes, hein, et dont ils deviennent d'une certaine façon les victimes. Et donc c'est pour ça que je parle de paradoxe permissif. Vous connaissez les fameuses théories de l'école de Palo Alto sur le fait sur les injonctions contradictoires, hein, et là on est vraiment dans ce domaine-là. C'est l'idée de dire aux artistes, soyez désobéissants, soyez transgressifs. Si vous êtes transgressif, vous obéissez à l'injonction de transgression et donc vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans la conformité à cette injonction. Et si vous n'êtes pas transgressif, vous désobéissez. Enfin, vous voyez le problème. On est de toute façon piégé. Hein, on a tort quoi qu'il arrive. Bon. Et c'est en cela qu'on est dans une structure perverse, hein, ce que j'ai appelé un dispositif pervers. Alors j'y reviens, j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis, donc j'y reviens dans un article que je publierai dans le prochain numéro de la revue Cité, qui va paraître en juin, je crois, et qui a un dossier entièrement consacré aux dispositifs pervers, hein, aux perversions idéologiques contemporaines, et donc je reviens dans cet article sur ce que j'ai appelé les dispositifs pervers. Donc les institutions de l'art contemporain mettent les artistes dans un dispositif pervers, de même d'ailleurs que certains artistes savent très bien placer les institutions dans également un dispositif pervers lorsque, comme je l'ai raconté juste à l'instant avec cette histoire du Centre d'art suisse, elles mettent les responsables institutionnels dans des situations impossibles. Bon. Donc on est vraiment dans cette dimension-là. Or, quand j'ai écrit cette conclusion, qui était donc un diagnostic sur les problèmes que pose la structure même de l'art contemporain, cette conclusion a été lue et perçue par leurs principaux destinataires, à savoir les intermédiaires de l'art, hein, les responsables de l'art contemporain, comme une attaque. Hein. Ils ont vécu ça comme une critique de leur position, et du même coup ont décidé que c'était une attaque contre l'art contemporain en général. Évidemment, en ne faisant pas la distinction entre une analyse des œuvres et une analyse des intermédiaires. Hein. Voilà. Et donc, ils se sont défendus en disant que j'étais une horrible contemptrice de l'art contemporain, arriérée, réactionnaire, etc. Ils ont tendance, dans ces cas-là, à rabattre la querelle de l'art contemporain sur la querelle des anciens et des modernes. Ce en quoi ils se trompent, parce qu'on n'est plus du tout dans, d'un côté, les réactionnaires de droite qui sont pour l'art figuratif et les progressistes de gauche qui sont pour l'art abstrait, comme ça a été le cas pendant plusieurs décennies au XXe siècle, mais on est dans une opposition qui n'est plus donc entre l'art classique et l'art moderne, ce que j'appelle le paradigme classique et le paradigme moderne, mais à l'intérieur des progressistes, dans une opposition entre les partisans du paradigme moderne et les partisans du paradigme contemporain. Et je ne vais pas me développer là-dessus pour ne pas prendre trop de temps, mais si ça vous intéresse, tout ça est développé dans le livre intitulé « Le paradigme de l'art contemporain ». Et donc il y a une incompréhension totale de la situation dès lors qu'on la rabat sur la structure classique querelle des anciens et des modernes. C'est une querelle à l'intérieur des modernes, voilà, entre contemporanéistes et modernistes. Voilà pourquoi donc mon travail sur l'art contemporain a été par beaucoup très très mal compris, et d'ailleurs autant par des gens qui en ont fait l'éloge en disant « Ah, enfin quelqu'un qui montre toute l'inanité de l'art contemporain », ce qui n'était évidemment pas mon objectif, que par des gens qui en faisaient la critique. Enfin, bon, voilà. Donc, incompréhension de tous les côtés, et surtout, donc, incompréhension de l'exigence de neutralité qui est le propre du travail du sociologue, me semble-t-il, d'où le deuxième chapitre du livre sur la neutralité et la distinction des arènes. La distinction des arènes, c'est le fait qu'on ne peut pas juger d'un discours de la même façon selon le contexte dans lequel il est produit. Donc la notion d'arène est une notion qui a été introduite par le sociologue américain Andrew Abbott, qui est une façon un peu différente de traiter la notion de contexte, tout simplement. Bon. En tout cas, j'ai beaucoup développé, notamment dans ce que le militantisme fait à la recherche, l'idée que
ce que l'on dit dans une tribune dans la presse n'a pas à être jugé à l'aune de ce qu'on publie dans un article de revue scientifique. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire concrètement que je ne cesse de me heurter à l'incompréhension de collègues sociologues de très bon niveau qui me reprochent d'être en contradiction avec moi-même parce que je prône la neutralité tout en faisant des tribunes engagées dans la presse, mais ils n'ont absolument rien compris à la question des arènes de production des discours, et ils n'ont absolument rien compris au fait qu'une tribune dans Le Monde ou Libération, ça n'a pas du tout le même statut qu'un article dans la Revue française de sociologie. Et donc cette accusation ne fait que trahir l'extraordinaire ignorance d'une partie de mes collègues sociologues pour ce concept fondamental en sociologie qui est la question du contexte. Voilà. Bon, je ne vais pas développer plus parce que sinon je vais m'énerver, mais voilà pourquoi je me suis heurtée là aussi dans cette question de la neutralité à cette forme d'incompréhension. Maintenant j'en arrive au troisième des chapitres intéressant les politiques culturelles, donc sur la censure et la civilisation. Alors, pour le dire très vite, j'ai pris à plusieurs reprises dans différentes tribunes une position qui a été très mal vécue par certains à gauche parce que j'y défendais la légitimité d'une certaine forme de censure. Bon, alors c'est très mal vécu, à gauche, la censure c'est horrible, bon. Mais j'essayais de faire la part des choses pour montrer que dans certains cas, une forme de censure peut être légitime. Tout simplement d'abord pour des raisons juridiques, qui est que je ne sais pas exactement l'état du droit belge, mais en droit français, le principe de base, c'est que tout citoyen a droit à la liberté d'expression, mais dans les limites autorisées par la loi, et la loi interdit un certain nombre de propositions, par exemple l'insulte, la diffamation, l'incitation à la haine raciale, enfin, vous connaissez le négationnisme, etc. Bon, donc la liberté d'expression est parfaitement encadrée par le droit, et donc dès lors qu'on a affaire à des propos qui transgressent ces limites juridiques, la censure est légitime, puisque c'est tout simplement l'application des lois qui ont été votées par des représentants de la nation. Donc voilà. Donc il y a même un principe de base d'une certaine légitimité dans certaines limites de la censure. Et évidemment, cette question, excusez-moi, cette question se repose chaque fois qu'il y a des propositions artistiques transgressives, et elles sont nombreuses, puisque pas seulement en art contemporain, mais aussi dans le spectacle vivant, en littérature, etc., la question de l'expérience des limites est constante chez les artistes, en tout cas dans la modernité. Et donc, faut-il privilégier la liberté d'expression des artistes? Tout le monde à gauche est d'accord avec ça. Ou bien faut-il respecter la protection ou le respect des plus faibles? Tout le monde à gauche est d'accord avec ça aussi. Ce qui veut dire que dans certains cas, on ne sait pas quelle position il faut prendre parce qu'on se retrouve coincé. Et je vous donne juste un exemple. J'avais fait une tribune à propos de l'affaire Orelsan. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont eu vent. Orelsan est un rappeur qui a été inquiété juridiquement, des plaintes contre lui, parce que dans certaines de ses chansons, il avait des propos, à l'intérieur des chansons bien sûr, qui sont apparus comme des incitations à la violence envers les femmes. Je ne sais plus quels étaient les termes, mais on va te casser la gueule, salope, enfin ce genre de choses. Bon. Et donc, grand problème, faut-il censurer cette chanson au nom du respect de la dignité des êtres humains et notamment du respect des plus faibles dans l'histoire que sont les femmes, ou bien faut-il respecter la liberté d'expression? Et il y a eu un énorme débat là-dessus, et moi j'ai pris position dans ce débat en disant, dans ce cas-là, j'estime que la loi interdit les propos qui sont des incitations à la haine et à la violence, et je trouve légitime de limiter la liberté d'expression de cet artiste pour cela. Bon, évidemment, certains à gauche n'étaient pas d'accord avec moi, voilà. Mais on est vraiment sur des cas limites, mais extrêmement intéressants. Même chose avec un film intitulé Salafiste,
dont le réalisateur est le documentariste François Margolin. L'auteur avait inséré dans son film, qui était donc un documentaire sur le mouvement salafiste, des images de propagande islamiste, de décapitation qui étaient diffusées sur les réseaux islamistes. Bon. J'ai fait une tribune dans Le Monde intitulée « Pourquoi je n'irai pas voir salafiste ?» parce que, sachant qu'il y avait ce genre d'images, j'estime que le fait de les reproduire est une complicité de propagande islamiste. Voilà. Et que on n'a absolument pas besoin de reproduire à l'identique des images qui sont formatées pour inciter à la violence. On n'a pas besoin de faire cela pour démontrer le caractère absolument pernicieux de ces propositions, et que donc c'est une forme de voyeurisme hypocrite que de reprendre ces images au motif que puisqu'elles existent, il faut bien les montrer. Bon. Donc, alors ça m'avait valu. Et donc, pourquoi je n'irai pas voir le film? Parce que, sachant qu'il y avait cela, je me refuse à m'infliger cette torture de voir ce genre d'image. Je me refuse à donner de l'argent pour un film qui fait ce genre de choses. Et je n'ai pas besoin de voir le film pour m'ériger contre cette pratique, parce que le simple fait de savoir qu'il a repris à l'identique, etc., bon, voilà, et suffit à rendre pour moi ce film irregardable. Bon. Mais ça a suscité énormément de débats et d'opposition à l'intérieur de la gauche. Très récemment, j'ai été interviewée, c'était il y a quelques jours, à propos de l'affaire Patrick Bruel, quelques-uns en ont parlé, donc cet acteur et chanteur français extrêmement populaire qui a été très récemment accusé d'abus sexuels sur des femmes et dont l'affaire n'est pas encore jugée puisque la justice française est très lente et donc il n'y a pas eu encore de procès. Mais certains ont appelé soit au boycott d'un concert qu'il doit donner, soit à l'interdiction de ce concert. Bon. Et donc, ma position a été de dire, c'était dans un article dans La Croix qui est sorti il y a quelques jours, a été de dire, en l'absence de décision de justice, on ne peut pas se baser sur cette décision pour prendre une position. Il me semble que l'appel au boycott est légitime parce qu'il ne concerne qu'une position morale individuelle, c'est-à-dire chacun décide en son fort intérieur s'il doit ou pas aller à ce concert, mais ça n'empêche pas qui que ce soit d'y aller. En revanche, la demande d'interdiction me semble excessive, parce que là, on est vraiment dans une censure qui n'est pas une censure d'État, mais qui est une censure sauvage, ce qu'on appelle la cancel culture. Je vais y revenir avec le wokisme. C'est donc le fait que des citoyens estiment légitime d'imposer l'interdiction à autrui parce que le autrui en question a des propos ou des comportements considérés comme inacceptables. Encore une fois, autant on peut individuellement décider de mettre à l'écart la personne en question, mais autant il me semble qu'imposer à une institution culturelle un interdit alors que la justice n'est pas passée me paraît un risque, là, pour le coup très fort, d'imposition de censure sauvage, non étatique, non juridique, non légale, qui est, me semble-t-il, un énorme risque pour la liberté. Vous voyez, on est toujours dans cet équilibre compliqué entre la défense des plus faibles et la défense de la liberté d'expression. Même chose avec mon engagement pour l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. J'ai coordonné un numéro toujours de cette revue Cité dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le numéro 104 qui est paru en janvier, donc il y a 3 mois. Ce dossier s'intitule « Les ravages des réseaux sociaux ». J'ai donc fait écrire toutes sortes de spécialistes de toutes sortes de domaines pour montrer à quel point les réseaux sociaux sont délétères dans énormément de dimensions, notamment pour les plus jeunes. Et donc, je suis très engagée dans la nécessité d'une régulation à la fois du fonctionnement algorithmique des réseaux sociaux et, en attendant cette régulation, d'une interdiction d'accès des mineurs, au moins en dessous de 15 ans, voire plus, aux réseaux sociaux. Évidemment,
Certains crient que c'est une atteinte à la liberté, etc. etc. Et là, moi, j'estime que cette atteinte est parfaitement légitime parce que les réseaux sociaux sont une entreprise capitalistique lourdement intéressée par les GAFAM de captation des esprits et des consciences des gens, et notamment des plus jeunes, qui produit des ravages sur leur capacité cognitive, sur leur capacité d'attention, sur leur rapport à l'école, etc. Et que là, il y a vraiment une régulation qui s'impose. Mais autant vous dire que ça ne va pas de soi pour tout le monde. Et donc l'idée pour résumer tout cela, c'est que tous ces cas opposent une valeur qui est la liberté individuelle à une autre valeur qui est la cohésion sociale. Et donc on est vraiment dans des conflits de valeurs. Et que, pourquoi j'ai appelé le chapitre censure et civilisation, parce que la civilité au sens de Norbert Elias implique des restrictions et des autorestrictions qui sont bien évidemment à l'opposé d'un éloge d'une liberté absolue, et qu'il faut une certaine part d'interdit et d'auto-interdiction pour qu'une société puisse fonctionner sans violence. Bon, c'est le fondement de ce que la théorie d'Elias permet de comprendre en matière d'application à la politique. Et donc c'est au nom même de cet impératif de civilisation qui me semble important de réfléchir à cette relative nécessité, dans certains cas, de la censure, mais vous avez vu que ces cas-là doivent être manipulés avec beaucoup de délicatesse, notamment, et j'en dis encore un mot, sur la question qui a été extraordinairement débattue de la différence entre l'œuvre et l'artiste. Est-ce qu'il faut interdire des œuvres d'artistes qui ont eu des propos condamnables ou des comportements condamnables? J'ai développé cette question-là dans un chapitre d'un de mes livres préférés qui s'intitule « La valeur des personnes », qui est donc le deuxième des grands livres que j'ai consacré à la question des valeurs, et où j'analyse de façon très précise cette question de la différence entre l'œuvre et la personne. Je vous passe l'analyse ici, mais c'est une question qui exige beaucoup de doigté parce que selon les cas, selon les périodes, selon ce à quoi elle s'applique, cette différence est quelquefois quasi imperceptible et parfois elle est évidente. Et donc voilà, la question ne peut pas se résoudre a priori, elle doit se résoudre de façon jurisprudentielle, c'est-à-dire au cas par cas. Voilà. J'en viens à ma dernière thématique, qui est donc l'avant-dernier chapitre du livre, sur le wokisme et les idéologies identitaires. Je vais aller vite pour qu'on puisse discuter. C'est sans doute la question sur laquelle j'ai été le plus interpellée et stigmatisée par une partie de la gauche, et je dis bien une partie de la gauche parce que ce que j'explique dans le dernier chapitre du livre sur les retournements de la gauche, c'est qu'on ne peut plus dire aujourd'hui la gauche, ce sont les gauches, et que entre une gauche radicale LFiste en France et une gauche réformiste social-démocrate, il y a un océan, et que ces deux gauches ne parviennent quasiment plus à se parler. Mais on ne va pas en parler ici parce que ça ne relève pas des politiques culturelles. Et donc, j'ai donc été accusée d'être une horrible trumpiste, réactionnaire, d'extrême droite, etc., parce que j'ai pris position contre le wokisme, une position basée sur la défense de valeurs que je considère comme étant des valeurs de gauche, à savoir l'universalisme, la rationalité scientifique, la liberté d'expression et la laïcité. Bon. Pourquoi l'universalisme? Parce que le wokisme, c'est ce qui se situe au confluent de deux grands courants actuels, l'un qui est le communautarisme, l'autre qui est l'obsession pour la domination. Lorsque vous avez le croisement des deux, vous avez des défenses systématiques de soi-disant communautés, les femmes, les homosexuels, les personnes issues de l'immigration, les handicapés, etc., au nom du fait qu'elles seraient, entre guillemets, systématiquement dominées, discriminées.
Et donc c'est cette intersection des deux problématiques qui produit le wokisme et qui du coup produit l'extraordinaire plasticité du wokisme, puisqu'il concerne aussi bien le féminisme, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre le racisme, etc. etc. Mais c'est cette plasticité qui est simplement la conséquence de cette conjonction du communautarisme et de l'obsession très bourdieusienne ou post-bourdieusienne pour la question de la domination. Donc le communautarisme est au fondement du wokisme, c'est bien évidemment la conséquence du fait que c'est une invention américaine, comme vous le savez tous. C'est un mouvement qui est venu des États-Unis, qui est un pays entièrement modelé politiquement par le communautarisme, ce qui n'est absolument pas le cas, en tout cas de la France. La France, disons, est à la pointe, me semble-t-il, de l'universalisme au sens où les citoyens n'y ont de droit qu'en tant qu'ils sont des membres de la collectivité nationale, mais en aucun cas en tant que membre de communauté. On peut appartenir à des communautés, mais ça ne vous donne aucun droit en France. C'est le principe même de l'universalisme républicain hérité de la Révolution française. Et donc c'est au nom de la défense de cet universalisme contre le communautarisme que j'ai essayé de montrer en quoi le wokisme est un séparatisme extrêmement délétère pour la cohésion sociale. Deuxième argument, on sait à quel point l'idéologie woke est justement une idéologie, c'est-à-dire préfère des prises de position partisanes au travail scientifique et essaye de modifier le travail scientifique en fonction de positions partisanes. C'est ce que j'ai montré dans ce que le militantisme fait à la recherche. Et donc il y a une préférence pour l'idéologie contre la science qui était le propre des régimes totalitaires, notamment le stalinisme, on le sait très bien. Et donc c'est cette défense de la rationalité scientifique contre la prise de pouvoir des idéologies que j'essaye de mener et qui fait que je pense que le wokisme ressemble par cette dimension-là à ce qui s'est produit dans des régimes totalitaires. Je ne prétends évidemment pas que le wokisme soit un régime totalitaire, c'est ce que j'ai appelé un totalitarisme d'atmosphère, c'est-à-dire les gens comme ça baignent dans l'idée qu'ils auraient le droit d'interdire de parler les gens qui ne pensent pas comme eux, par exemple. Bon. Par ailleurs, je reviens sur l'universalisme, c'est aussi quelque chose qui favorise une forme de totalitarisme parce qu'il enferme d'autorité les gens dans des communautés. Vous êtes forcément une représentante des femmes, si vous êtes une femme, une représentante des Noirs, si vous êtes un Noir, etc., etc. Il y a une assignation identitaire autoritaire qui me paraît être là encore un germe de totalitarisme. Troisième question, la liberté d'expression, et on voit bien à quel point le wokisme, avec la cancel culture, est une atteinte à la liberté d'expression, puisque on n'est plus dans la censure d'État dont je parlais tout à l'heure, mais on est dans le droit que se donnent certains, au nom des valeurs de leur, entre guillemets, communauté, d'interdire d'expression ceux qui ne pensent pas comme eux. Et donc on a toutes sortes d'exemples d'interdits que je ne vais pas reprendre ici, vous les connaissez comme moi. Et la laïcité me paraît également un bouclier contre ces dérives woke, parce que on voit bien comment la lutte pour la laïcité, en tout cas en France, se heurte à ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire la volonté d'une partie de la gauche radicale, de prendre systématiquement le parti des plus, entre guillemets, dominés, en l'occurrence aujourd'hui les musulmans. Il y a un gros débat en France sur l'idée que les lois qui exigent la suspension des signes d'appartenance religieuse dans des contextes civiques, notamment à l'école, d'ailleurs essentiellement à l'école, mais aussi dans les institutions politiques, seraient des lois islamophobes parce que tournées contre la religion musulmane, ce à quoi les laïcs dont je suis répondent que c'est tourné contre toutes les religions et pas seulement la musulmane, et que c'est essentiellement une façon de privilégier la liberté de conscience, notamment pour les jeunes qui sont en formation, et la possibilité de résister aux pressions communautaires.
et c'est, me semble-t-il, un combat fondamental que le wokisme ne permet pas de mener et encore moins de comprendre, puisqu'il prend systématiquement le parti des entre guillemets communautés, entre guillemets dominées. Voilà, en gros, pourquoi je me suis engagée contre le wokisme à partir de positions que j'estime être des positions typiques de la tradition de la gauche républicaine universaliste, donc des positions de gauche, même si ces positions sont critiquées par une autre partie de la gauche qui, elle, est devenue une gauche totalement américanisée via le multiculturalisme et le communautarisme. Ma conclusion, c'est que ce que, me semble-t-il, il est important de défendre, c'est l'autonomie, à la fois l'autonomie de l'art et l'autonomie de la science, contre les tentatives extrêmement nombreuses aujourd'hui pour imposer des agendas et des programmes politisés et aux créateurs et aux chercheurs. Alors, aux chercheurs, on le voit tous les jours en sociologie, en sciences politiques, dans les universités, où on voit bien comment on essaye de mettre la recherche au service de causes politiques qui peuvent être parfaitement légitimes dans le domaine politique, mais qui, à mon avis, n'ont pas leur place dans l'arène académique. Et on le voit dans la question de la culture, avec la tentative d'imposer systématiquement des propos politiques, des thématiques politiques, la lutte contre les discriminations, le féminisme, l'antiracisme, etc., dans le domaine culturel. On l'a vu encore à Venise, au festival l'été dernier, où il y a eu un gros débat, est-ce qu'il fallait que le festival s'engage ou pas par rapport à des débats actuels. Pour moi, il est essentiel de maintenir cette distinction des arènes, l'arène culturelle d'un côté, l'arène politique de l'autre, l'arène scientifique de l'autre, parce que sinon, le mélange des genres produit les germes de ce qu'on a déjà vu malheureusement dans des systèmes totalitaires, des germes d'imposition, des germes aussi de régression dans la qualité des productions, parce que on voit bien comment la sociologie engagée actuelle est une sociologie médiocre. Bon, je développerai si vous le voulez. Comment les productions culturelles qui se veulent des défenses du féminisme, de l'antiracisme, etc., avec les meilleurs sentiments du monde, ne produisent en général que des poncifs, des choses qu'on sait déjà et qu'on répète, et bon, voilà. Donc, je pense que distinguer les arènes, c'est absolument fondamental, à la fois pour le maintien des libertés démocratiques, mais aussi pour le maintien, tout simplement, de la qualité des productions. Je ne suis pas toujours entendue par mes collègues, comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas toujours entendue à gauche, mais mon combat, c'est de dire que c'est un combat de gauche. Voilà.